Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons évoquer la plus importante insurrection anticoloniale en Afrique centrale, alors sous domination française, dans l'entre-deux-guerres. Cette insurrection s'est étendue sur un vaste territoire touchant notamment 4 pays, à savoir la Centrafrique, la République populaire du Congo, le Cameroun et le Tchad. Appelée guerre du Congo, Ouara ou révolte Baya ou encore révolte de Haute-Songa, cette insurrection commence à Naing, entre Boire et Baboua, en République centrafricaine. Très vite, elle se propage dans tous les sens. Ainsi, en moins d'une année, le vent de l'insurrection et de la révolte souffle du nord au sud sur près de 900 km et sur une largeur de 250 à 500 km. Cette révolte sera portée par les Carrés, les Pana, les Mboum, les Tali, les groupes ethniques d'Imfoudou, Dungu, Mongomba, Betou et Epena. Tous ces groupes partagent le fait qu'ils soient victimes du colonialisme. En 1928, les régions touchées par la révolte relevaient de 3 territoires distincts, à savoir Moyen Congo, Obangui-Chari et Cameroun. Pour revenir sur cette insurrection importante qui a marqué l'Afrique centrale au début du XXe siècle, révolte occultée par les historiens et les chercheurs, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Mezhoura Lahiani, Samuel Akizimana, Abdullah Issouf et Moïse Self. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Madame, messieurs, bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Samuel Akizimana. Une révolte méconnue. Oui, une révolte méconnue, surtout une révolte importante parce que déjà, ça me fait plaisir parce que j'ai découvert cette figure emblématique. On était en train de discuter tout à l'heure où même Issouf a rigolé parce qu'on a parlé de son titre, on disait les prophètes, etc. Ouais. En fait, de cet homme qui a... Le meneur qui a mené cette insurrection de Congo-Wara. Parce que si on regarde très bien, on sait déjà que l'insurrection avait commencé à partir des années 1928. Oui. Où on a, selon même le livre, on a pu constater que c'est en décembre 1928, dans la région de Nola, où il y a eu cette insurrection. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est à travers, parce qu'il y a eu cette révolte. La révolte a eu pourquoi? Parce que déjà, il y avait les travaux forcés. Il y avait tout ce qui était... Nous allons revenir tout à l'heure sur les raisons, justement, de cette insurrection. Mezhoura Lahiani, révolte qui n'a pas été prise en considération même par la presse à l'époque, alors que c'était une révolte importante qui a touché toute l'Afrique centrale. À l'époque, c'était l'époque de la guerre de Syrie, la guerre du Rif, mais aussi la guerre en Indochine que les médias avaient donc abordé d'une manière quotidienne à l'époque, mais pas cette insurrection de Congo-Wara. Oui, effectivement, l'insurrection de Congo-Wara, en fait, on n'en parle pas. On en parle peu. Il y a qu'un livre qui a décrit toute cette révolte et le prophète spirituel Kournou qui l'a mené. Donc, même si c'est l'un des mouvements les plus importants de l'Afrique centrale, avec les régions proches, le Tchad et le Congo. Et c'était en 1928 jusqu'en 1931. Mais comme vous avez dit, c'est tellement méconnu même par la population africaine. D'ailleurs, ce qui est dommage,
Mais donc, d'où l'importance de cette émission d'aujourd'hui. On va revenir sur les... Alors, juste, moi, j'aimerais rebondir parce que moi, je me dis, d'une part, c'était une insurrection vraiment, et c'était d'un grand ampleur parce qu'on parle de toute l'Afrique centrale. Mais moi, je pense que ça n'a pas aussi été connu, surtout sur le côté médiatique, parce que c'était sous la colonie française. Exactement. Et je pense qu'il y a eu l'étouffement de tout ce qui s'est passé dans cette région. Et surtout, moi, je pense, parce qu'ils savaient l'importance en disant ça peut soulever d'autres populations d'Afrique, surtout les colonies françaises. Et du coup, je pense qu'ils ont essayé d'étouffer l'information pour que ça puisse pas sortir sur le côté médiatique. Alors, j'aimerais justement vous lire un extrait d'un article consacré à cette révolte par un journaliste du Monde colonial illustré, Julien Maigret, pour ne pas le nommer, écrit en avril 1930 à propos de cette insurrection, je le cite, « La révolte de la Sangha est un épisode tragique, plein d'enseignements, de l'évolution qui travaille l'âme noire depuis le jour où l'homme blanc, qu'il fût français, anglais, belge ou allemand, peu importe, a prétendu imposer aux indigènes de l'Afrique son éthique et ses méthodes d'organisation politique. » Et justement, donc, c'est une insurrection qui est très importante. Donc, c'est une insurrection qui a touché le Centrafrique, qui a touché le Tchad, qui a touché le Cameroun. Donc, on voit déjà son ampleur. Et comme ce que mes collègues viennent de dire, c'est une insurrection qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas et moi j'ai fait certaines recherches même sur cette insurrection. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui sont liées à cette insurrection spéciale. Donc on remarque que c'est une insurrection qui a touché beaucoup la colonisation. Pour dénoncer la colonisation, pour dénoncer la discrimination, les travaux forcés qui ont été menés pendant par les colonialistes. Et pendant cette insurrection, on remarque des leaders qui sont là, qui ont beaucoup fait pour dénoncer le système colonial, pour les combattre par tous les moyens presque, parce qu'il y a pas mal des ethnies, il y a pas mal de races qui se sont mobilisées à travers les rassemblements des leaders Carmou, à travers ce rassemblement des différentes ethnies africaines qui sont présentes dans ces zones au Cameroun, au Congo et au Tchad. Donc on remarque qu'il y a beaucoup des ethnies qui se sont mobilisées pour dénoncer ces systèmes coloniaux, en dénonçant aux travaux forcés, en refusant le paiement des impôts et en luttant aussi sur les fronts d'honneur pour dénoncer le système colonial. Maurice Self, je pense que dans l'imaginaire des Congolais par exemple, cette révolte est considérée comme une épopée. Épopée, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est surtout folklorique. Oui. Folklorique. Et nous, par exemple, au Congo, ce qu'on sait de ce personnage, le leader de cette révolte, c'est différent de ce que nous faisons ici sur l'émission. Oui. Dans le sens où, avant que j'ai connaissance du livre que vous m'avez présenté, je ne savais pas qu'il y avait des documents disponibles qui en parlaient. C'est des rares livres consacrés à cette Et je pense même que c'est le seul. Oui. Donc c'est pour vous dire à quel point est-ce que cette histoire est malheureusement, pour revenir sur les propos de Mesora et de Samuel, c'est avec beaucoup de joie que je me joins à vous pour faire cette émission, parce que c'est une histoire qui mérite d'être connue des Africains. C'est une histoire que les peuples africains doivent savoir, surtout ceux qui pensent que les Africains de l'époque étaient complètement soumis, qui répondaient à leur maître. Mais on doit leur dire la vérité, que non, il y a eu des gens qui ont répondu, il y a eu des gens qui se sont levés contre le colon, contre les oppresseurs. Alors, Samuel, c'est une histoire qui nécessite d'être connue et cette révolte a été provoquée par les procédés de la colonialisation, c'est-à-dire notamment les procédés qui ont été mis en place dans les colonies africaines
je pense déjà, l'un des procédés les plus infâmes, c'était le portage. Donc, comme il n'y avait pas, au début du siècle, on portait tout sur le dos des Africains. Oui. Donc, c'est l'une des raisons. Oui, c'est une des raisons. Moi, avant de parler sur mon point de vue déjà, j'aimerais citer l'historien Yves Persson, où il a dit la révolte de Congo-Wara a été déclenchée par une série d'attaques contre les avant-postes coloniaux menés par des guerriers armés des lances et des flèches inspirés par le prophète Carnou, qui prônait une protection magique contre les balles des colonisateurs. Mais pour arriver à ce stade, c'est là où moi ça me touche, pour arriver à ce stade, vous avez parlé sur le côté où ils portaient des choses trop lourdes sur leur dos, où non seulement ils étaient forcés de travailler, parce que là on revient sur une population qui, on sait très bien que l'Afrique centrale a été très riche, surtout à cette époque-là où il y avait l'extraction du caoutchouc, il y avait le côté caoutchouc, il y avait aussi le coton, etc. Donc il y avait l'exploitation de toutes ces richesses-là. Alors que la population locale n'arrivait pas à bénéficier de ces ressources. Au-delà de ça, ils étaient forcés de travailler dans des champs avec des travaux forcés. Et surtout, une des choses qui m'a beaucoup marqué, parce que à travers cette époque-là, on dit toujours qu'il y avait, disons, l'évolution, etc. Parce qu'il y avait la construction des différentes routes. Mais on sait très bien que même la construction des routes qui étaient là, ils les faisaient par force. C'était les mêmes procédés infâmes qui étaient appliqués à toutes les colonies. Oui. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle... Parce que quand il s'agit d'appliquer ces procédés, les colonialistes ne connaissaient pas les frontières. Oui. D'ailleurs, on parle des compagnies également concessionnaires qui ont fait des ravages à l'époque. Oui, effectivement, ils ont fait des ravages. Et au-delà même des travaux forcés pour les projets, pour les plantations économiques, etc., il y a eu même des taxes qui étaient imposées en nature, en argent, et ce qui appauvrissait encore plus la population africaine. Donc tout cela a poussé en fait le leader Carnot, on va parler après en détail, lui-même il refusait d'utiliser les produits européens. Exactement. En fait, tout ce qui est, même l'argent, il refusait ça de l'avoir, etc. Il y a un autre procédé, c'était l'impôt de capitation qui a été imposé en Afrique à partir du 11 février 1902. L'impôt concernait chaque adulte en état de travail. Justement, donc, on remarque en plus des travaux forcés qui sont menés par ces hommes, il y a aussi les impôts qui sont là, donc tous ces fardeaux sont là pour... sont la cause, si on peut le dire, sont la cause de cette insurrection. Comme la révolte Moïse intervenait au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc il faut le souligner, les Africains étaient soumis donc, à un effort de guerre donc, très très rigoureux. Il y avait même de la famine dans plusieurs colonies africaines à l'époque. C'est pourquoi cette révolte trouve toute sa signification. Moïse. Oui, elle trouve sa signification parce que les raisons même derrière cette révolte, comme l'ont mentionné les autres, c'est si on part d'un contexte purement humain, c'est tout à fait logique. Pour vous donner un ordre d'idée, à cette époque, le chien du blanc avait plus de valeur que l'esclave du blanc. L'esclave du blanc qui était noir devait faire des choses que même un chien ne pouvait pas faire. Et moi, dans tout ça, ce qui me marque, l'une des choses qui me marque le plus, c'est de voir comment est-ce que, malgré toutes les différentes contraintes, vous avez parlé de la guerre, mais il y avait aussi des contraintes géographiques, des distances qui séparaient. Parce que cette révolte, elle a impliqué plusieurs ethnies de plusieurs zones géographiques éloignées. On parle du Tchad, l'actuel Congo, l'actuelle Centrafrique. Et malgré ces zones, ils avaient une coordination pour pouvoir maintenir la révolte qui avait commencé. Et c'est étendu. Et c'est quelque chose que pour moi, c'est quelque chose qui est remarquablement c'est obligatoire Et surtout, moi, ce qui me touche par là, c'est, en fait, c'est là où on voit que, à cette époque, ils ont su franchir les limites imposées par le colon. Oui, pourquoi? Parce que le colon, en arrivant, nous savons très bien, on en parle souvent dans les Africains par les Africains, parce que la technique utilisée le plus, c'était arriver et diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'ils ont divisé ils ont mis des ethnies, etc. Mais malgré tout ça,
ils ont su se mobiliser, parce que si on regarde, les attaques étaient bien coordonnées en guérilla. C'est-à-dire que là, si on parle de ces 4 régions, là on peut dire ces 4 pays, Congo, Centrafrique, Tchad, etc. Mais ils arrivaient à communiquer et à se former et à en faire en sorte que tout se passe très bien. Mais ça, c'était quoi? Parce qu'ils avaient tous un but commun. Ils voulaient la libération parce qu'ils en avaient assez. Ils en avaient marre. Ils en avaient assez. Ils voulaient aussi avancer. Ils voulaient faire des choses positives, surtout pour la population. C'est ça qui m'a touché. Parce qu'on a vu qu'ils ont allé au-delà des limites qu'on nous imposait. Oui, ils ont su s'unir. Surtout avec le leader, Carnot, en fait, il a su rassembler toute la population au point même, sans voyager, il a atteint plus de 250 km. En fait. Alors l'attaque, il sera menée avec des moyens rudimentaires, donc. Mais c'est une attaque bien préparée, bien réfléchie. Oui. En fait, il avait préparé pendant 3 ans pour cette révolte, et même en utilisant le peu de moyens qu'il avait. Et même le nom de la révolte Congo-Wara, en fait, ça signifie le barba du buffle. Oui. Donc c'est connu sous le nom de la guerre du buffle. Donc c'est l'emblème que Carnot a choisi. Donc ils ont utilisé le peu de moyens qu'ils avaient, des couteaux, des lances, etc. et des flèches. C'est tout ce que ils avaient comme moyen pour combattre le colon. Moi je dirais juste, ça me touche ce qu'elle vient de dire, parce que au-delà, moi j'ai compris que à travers cette révolution de Congo, cette insurrection de Congo-Wara, en fait c'était aussi une guerre psychologique. Parce que, en regardant avec la technologie mise en place par les colons à cette époque avec des armes, lui, il a su mobiliser d'une manière pacifique. Oui. Et c'est là où moi je vais la rejoindre, avec leurs armes, ils avaient des lances, des couteaux, des flèches, mais pour aller combattre des gens avec la technologie de cette époque. Et parce que la personne, en fait, il les a su, c'est là où la personne, cet leader, on peut dire qu'il est incroyable. On doit rappeler que l'armée française était l'une des armées à l'époque les plus importantes dans le monde. Oui. Justement, c'est important de le noter, parce que Pierre Clack, dans l'ouvrage Histoire de la Centrafrique, il dit les tactiques de Carnot, basées sur la mobilité et la surprise, ont infligé des pertes significatives aux forces coloniales. Parce que, ils avaient l'avantage du terrain, que les colons n'avaient pas. Et ça, rien qu'en guerre, vous pouvez le demander à n'importe qui. La connaissance du terrain, c'est le premier avantage lors d'une guerre. Celui qui connaît le terrain mieux que l'autre, il a déjà un pas de plus que l'autre, quelle que soit la puissance d'armement qu'il a, quelle que soit la technologie qu'il a. Et ça, je peux dire que c'était le point essentiel de l'efficacité de leurs attaques, les embuscades et l'avantage du terrain. En fait, parce que les colons, déjà, ils étaient surpris, en fait, excuse-moi. Ils étaient surpris, en fait, à l'arrivée des autres, quand ils ont trouvé que le village, en fait, était préparé pour ça. Pendant 3 années que Carnot a préparé sa doctrine. On dit d'ailleurs qu'il a préparé cette révolte à partir de 1923. Voilà. Il a mis 5 ans à préparer. Oui, effectivement. À sensibiliser, donc, toutes les ça s'est accentué pendant les 3 dernières années, où ils ont pris tout leur approvisionnement dans la brousse. Et puis, à l'arrivée, en fait, on voit que le village était déjà vide et que c'était plus de 300 personnes qui attendaient avec des lances, en lançant des cris, et qu'ils les menaçaient, en fait, les blancs qui arrivaient. En fait, je vois que Youssouf a envie de dire quelque chose, mais je vais pas beaucoup parler. Juste, je voulais dire qu'ils avaient ces techniques-là de guérilla, qu'on respecte toujours, parce qu'on en parle souvent ils avaient ces techniques-là de guérilla, où c'était vraiment coordonné. C'est-à-dire que malgré, avec leurs moyens qui étaient limités, ils arrivaient à faire des dégâts incommensurables. Youssouf, toutes les ethnies donc de cette région de l'Afrique centrale se sont mobilisées. Ils voulaient en finir avec le système colonial, avec l'ordre, le désordre plutôt colonial. Donc, quelles étaient les conséquences de ça? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de victimes après. Il y avait une répression terrible. Justement, moi, ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette insurrection, c'est les leaders menés par les leaders Carnot. C'est le moyen qu'il a mené tout d'abord qui est moral. C'est-à-dire il a tout fait pour faire l'unité entre les différentes ethnies, à savoir les Fulfulde, les Hausa. C'est ce que nous allons d'ailleurs aborder la semaine prochaine. Donc, il a tout fait pour les rassembler. Parce que déjà, c'est un espace énorme quand vous prenez l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, les Tchad,
Congo, le Cameroun, le Congo. Donc ça, c'est les premiers moyens. Et après ça, ils ont utilisé aussi des techniques archaïques qui sont comparées aux colons, parce qu'en ce moment, c'est des puissances. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la technique morale qu'il a utilisée, parce qu'avant, pendant cette époque, dans l'esprit de l'homme noir, un homme noir ne peut pas tuer un homme blanc. Ouais. C'est inculqué dans leur esprit. C'est une théorie qui a été inculquée les préjugés du XVIIe siècle, donc élaborés par Colbert, donc vis-à-vis, c'est le code noir, les préjugés inscrits dans le fameux code noir de Colbert. Ouais. Donc Carnot, il a dépassé cette étape, soi-disant que l'homme noir ne peut pas tuer un homme blanc. Donc, en voyant les guerres qu'il a menées, par les guerres qu'il a déjà préparées, avec les moyens qu'ils ont, à savoir les flèches, et puis ils ont utilisé des techniques aussi, c'est mentionné dans les romans, les techniques, ils ont utilisé en utilisant des herbes et encercler les colons pour faire brûler des terrains. Il va sensibiliser tout le monde, un stratège, non. Il a appliqué exactement les procédés de la chasse. Il a fait la chasse aux colons. C'est une chasse. Non, c'est l'expression correcte. Et il y a un point qu'on a oublié, qui, je pense que tout le monde pourra s'en rappeler, c'est qu'ils avaient une connaissance, je vais mettre entre côtes, ancestrale, que les colons n'avaient pas. Parce que le leader même de cette révolution se faisait appeler prophète et guérisseur. Donc il avait des pouvoirs métaphysiques. Il pouvait éviter les balles. Il était par balle, c'était un bouclier. On a créé toute une légende autour de ce... Et pour vous dire, c'est justement cette image que nous avons de ce personnage chez nous. C'est sur ces faits qu'on se base pour nous raconter les histoires de cette insurrection, de cette révolte. Moi, j'aimerais rebondir sur ça parce que ça me touche à cœur, parce que il a eu tellement d'impact que la représaille de colons était encore plus dure, parce que vous savez, imaginez où les colons, ils étaient obligés de démobiliser des avions aériens pour venir bombarder tous les villages. En fait, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un moment où, en disant, on peut pas aller se battre avec eux dans le sens armes égales. Non, ils voulaient carrément en finir. Surtout qu'ils n'étaient pas préparés, en fait. Ils s'attendaient pas à ça. Ils croyaient toujours que c'était une région plutôt maîtrisée et calme. Donc ils s'attendaient pas à ce qu'il y aura une révolte ou une guerre qui va les attendre préparés. Donc ils ont commencé à utiliser des bombardements aériens, ils ont commencé à utiliser des méthodes, je peux dire, désastreuses pour en finir totalement avec cette guerre-là. Parce qu'ils ont compris que, moi je dirais, d'une part, ils ont gagné une guerre psychologique contre les colons, parce que, comme je viens de dire, avec la méthode... C'est un sursaut d'orgueil des Africains. C'est aussi un véritable sursaut. Oui, parce que même pour montrer un peu l'impact de ça, parce que Moïse l'a dit en disant, à cette époque-là, le chien, il était plus valorisé que l'Africain. Pour montrer en disant, maintenant, une personne qui est moins valorisée qu'un chien, à cette époque, s'est révolté, il a su combattre. Zora, en quelques mots, les conséquences de cette... Les conséquences de cette révolte, moi je dirais que malgré cette révolte, elle était méconnue, mais en fait Carnot a su comment mobiliser son peuple, et même s'il était après, on l'a attrapé en 1929, mais la révolte a continué jusqu'à 1931. Oui, malgré son absence, mais quand on l'a capturé, etc. Mais la population était déjà déterminée parce qu'il a su mettre en eux les bases qu'ils pouvaient se relever et ils pouvaient se défendre et maîtriser aussi les colons. Moïse, les conséquences, parce qu'on parle jusqu'à aujourd'hui, notamment au Congo. Oui, les conséquences, elles sont multiples, parce que elles ont... C'est vrai que c'était un massacre après. Justement un massacre, parce que... C'était un massacre. Lorsque l'armée française... Non, oui, l'armée française a réagi à la révolte. Et ça allait de mal en pis. À chaque fois que les Africains, les autochtones,
attaquaient les centres coloniaux. Et l'armée dit, on doit leur montrer qu'on est plus fort. Ouais. Ils attaquaient plus fort, ils faisaient encore plus de dégâts. Donc les dégâts se comptaient par milliers de morts, des villages entiers détruits, de la famine, de la maladie et beaucoup d'autres choses que malheureusement on ne peut pas dire. Ah oui. Les exactions, donc il y avait des exactions, de terribles exactions qui ont été donc commises sur ces populations de toute l'Afrique centrale. Issouf. Justement, c'est vrai qu'il y a eu des conséquences négatives pendant cette époque parce qu'il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de pertes des hommes, des villages et autres. Mais moi, la leçon que je retiens à propos de cette insurrection est qu'un être humain est égal à un être humain. Un blanc et un noir sont au même pied d'égalité parce que Carnot nous a fait savoir cela. Il nous a enlevé ces théories qui ont été enseignées, soi-disant que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Donc ça, déjà, c'est très important. Et puis, il a mobilisé les gens pour l'unité nationale entre ces pays, à savoir le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. Je pense que Samuel veut... Oui, j'aimerais rebondir sur quelque chose, mais je ne veux pas beaucoup parler. Oui, moi, je dirais que, parce que si on regarde très bien après ces révoltes, etc., cette insurrection, il y a eu quelque chose, les Français, ils ont essayé de faire une réforme coloniale en essayant d'alléger, etc. Mais ce qui m'a marqué, c'est parce que ça n'a pas marché, parce que la population avait compris, ils savaient qu'ils étaient capables et qu'ils n'étaient pas indifférents. C'est-à-dire qu'ils avaient compris en disant que non, nous avons droit à la liberté, nous devons avancer. Moi, je dirais que Carnot fait partie des pères originaires pour des indépendances, en fait. Là, on voit que l'éveil des consciences. L'éveil de conscience. Donc, on voit que dans nos origines, il y a des gens, c'est ça qui me touche, parce que c'est pour ça qu'on ne connaît pas les gens comme Carnot dans certains pays. Mais moi, je pense que dans chaque pays, il y a eu des Carnot qui montrent que, en réalité, on n'avait pas perdu les guerres comme on nous montrait. Les Africains avaient toujours résisté. Ils avaient toujours résisté. Et c'est là où moi, je vais terminer avec cette phrase, parce qu'on dit que nous avons la responsabilité de faire ce que nous voulons de notre cher continent et savoir que l'Afrique n'est pas une feuille blanche où on doit écrire, mais il y avait déjà des choses qui étaient écrites. On doit juste les faire ressortir avec les carnets. Et c'est le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement. Samuel Akizimana, Mzoura Al-Hayani, Moïse Self et Abdallah Issouf. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Ivriya FM, la voix africaine. À très bientôt.